Que feriez-vous si, après 25 ans de silence, votre fils unique vous invitait soudainement à passer Noël? C'est la question qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai vu le nom d'Antoine apparaître sur l'écran de mon téléphone ce matin de décembre à Paris. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 60 ans et je vis seule dans un petit appartement dans le quartier Montmartre à Paris. Ou du moins je l'ai fait, jusqu'à il y a 3 mois, lorsque ma vie a complètement changé. Mais commençons par le début, d'accord? Je n'ai jamais été une femme chanceuse en amour. J'ai rencontré Henri quand j'avais à peine 20 ans, alors que je travaillais comme serveuse dans un café près de la Seine. Il était charmant, éloquent, un homme d'affaires prometteur, du moins c'est ce qu'il semblait. Nous nous sommes mariés rapidement, peut-être trop vite, et peu après, notre fils Antoine est né. Les premières années ont été heureuses, ou du moins j'avais tort de penser qu'elles l'étaient. Il travaillait dur, s'occupait de notre fils tandis qu'Henri voyageait de plus en plus pour affaires. Je n'ai réalisé que trop tard que « business » était le nom qu'il donnait à ses aventures avec d'autres femmes. Pas seulement 1 ou 2, mais plusieurs au fil des années. Je me souviens encore de la nuit où j'ai tout découvert. Antoine venait d'avoir 10 ans. J'ai trouvé des reçus d'hôtel, des cadeaux coûteux qui ne m'étaient jamais destinés et des messages qui ne laissaient aucun doute. Quand j'ai confronté Henri, il ne l'a pas nié. Au contraire, il s'est moqué de ma naïveté. « À quoi t'attendais-tu, Isabelle? Regarde-toi et regarde-moi. Penses-tu vraiment qu'un homme comme moi se contenterait d'une simple serveuse? » Ces mots sont plus profonds que n'importe quelle lame. Mais le pire était à venir. Au fil du temps, Henri a commencé à empoisonner notre fils contre moi. Subtilement d'abord, puis de plus en plus explicitement. « Ta mère est faible, Antoine. Tu dois être fort comme ton père. Elle ne comprend pas notre monde, mon fils. Les femmes comme elle ne comprennent pas les hommes ambitieux comme nous. » Et mon petit Antoine, qui me courait dans les bras quand je rentrais du travail, s'est mis à s'éloigner. Ses yeux, auparavant pleins d'amour, se mirent à me regarder avec la même froideur qu'il voyait dans les yeux de son père. Quand Antoine a 15 ans, Henri demande finalement le divorce. C'était rapide et brutal. Avec ses avocats coûteux et ses contacts influents, il a obtenu la garde de notre fils et m'a laissé pratiquement rien. Un petit appartement et une pension minime, c'est tout ce que j'ai eu. Le garçon reste avec moi, Isabelle. Qu'est-ce que tu lui proposes? Un avenir de serveuse? J'ai essayé de me battre, Dieu sait que j'ai essayé. Mais comment combattre quelqu'un qui connaissait tous les juges et qui avait l'argent nécessaire pour acheter n'importe quel témoin? Au tribunal, même des amis de longue date ne se souvenaient plus à quel point j'étais une bonne mère. La dernière fois que j'ai vu Antoine avant le grand silence, c'était le jour de ses 18 ans. J'ai économisé pendant des mois pour acheter une montre, rien de très cher, mais belle et élégante. Quand je le lui ai remis, j'ai vu un éclair de mon garçon en arrière, un bref moment de tendresse. Mais ensuite Henri est arrivé avec les clés d'une nouvelle voiture, une décapotable rutilante, et tout intérêt pour mon cadeau a disparu. « Merci, maman », dit-il en mettant la montre de côté sans même la sortir de la boîte. Et ce sont les derniers mots que j'ai entendus de lui pendant 25 longues années. J'ai envoyé des lettres, essayé d'appeler. Dans les premières années, j'obtenais des informations grâce à des connaissances communes. J'ai appris qu'Antoine était parti étudier le commerce à l'université, puis avait rejoint l'entreprise de son père. J'ai appris qu'il avait épousé une jeune femme de la haute société parisienne, qui avait 2 enfants, mes petits-enfants que je n'ai jamais rencontrés. Chaque Noël, il envoyait des cadeaux. Chaque anniversaire, une lettre. Il n'y a jamais eu de réponse. Juste du silence. Et au fil du temps, j'ai appris à vivre avec ce silence, même s'il n'a jamais cessé de me faire mal. Durant toutes ces années, j'ai continué à travailler comme serveuse, puis comme gérante d'un petit café. Il vivait modestement, mais dignement. J'ai appris à trouver de la joie dans les petites choses, la vue de Paris à l'aube, la gentillesse de mes clients réguliers, les pages d'un bon livre sur les nuits solitaires. Puis, il y a 3 mois, ma vie a encore basculé. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer.
Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si quelqu'un qui vous a abandonné pendant 25 ans réapparaissait soudainement dans votre vie? Je n'aurais jamais imaginé que mon histoire prendrait une tournure aussi extraordinaire. La suite changera complètement votre vision de la famille, du pardon et de la seconde chance. Si vous avez déjà ressenti la douleur de l'abandon ou si vous vous êtes demandé ce que ce serait de recommencer à 60 ans, restez avec moi. Je vous promets que ce que je vais partager dans les prochains instants peut transformer la façon dont vous percevez vos propres relations. La vie m'a appris que les plus grandes surprises surviennent quand on s'y attend le moins. Je n'ai jamais cru aux contes de fées. La vie m'a appris dès mon plus jeune âge que les miracles n'arrivent pas aux gens comme moi. Puis, par un après-midi pluvieux de septembre, j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats du centre de Paris. Je me souviens avoir regardé l'enveloppe avec scepticisme. Probablement des frais, pensais-je. Ou peut-être une autre tentative de mon ex-mari de réduire encore davantage la pension déjà insignifiante qu'il me versait. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai dû m'asseoir. Les mots dansaient devant mes yeux, semblant irréels, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, à une autre vie. C'est avec beaucoup de regret que nous vous informons du décès de Monsieur Bernard Lenoir. Selon son testament, vous avez été nommé unique héritier de ses biens. Bernard Lenoir. Ce nom a provoqué un tourbillon d'émotions. Un client du café où j'ai travaillé pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Un homme gentil, peu bavard, qui venait chaque matin, à 8 heures précises, commander un café et un croissant. Il laissait toujours un pourboire généreux, depuis 10 ans, il me demandait toujours de m'asseoir quelques minutes avec lui. Nous avons parlé de livres, de Paris, de la vie. Je n'ai jamais su grand-chose de lui, juste qu'il était veuf, n'avait pas d'enfant et travaillait dans les investissements. Parfois, il m'apportait un livre qui lui plaisait ou un petit souvenir de ses rares voyages. Rien qui signale la richesse ou l'ostentation. Je voudrais venir au bureau pour discuter des détails de l'héritage, indique la lettre, suivie d'une adresse dans l'élégant 8e arrondissement. Le lendemain, devant l'imposant immeuble de bureau, j'ai failli abandonner. Que feriez-vous là? Il doit y avoir eu une erreur. Mais la curiosité était plus forte. L'avocat, un homme d'âge moyen nommé Philippe Dussault, m'a reçu avec une formalité que je n'avais jamais connue. Madame Moreau, c'est un plaisir de vous rencontrer. Monsieur Lenoir a fait l'éloge de vous. Assis dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus que tous les meubles de mon appartement réunis, j'ai entendu l'histoire qui allait changer ma vie. Bernard Lenoir n'était pas n'importe quel client. Il était l'un des investisseurs les plus prospères de France, discret et réservé, accumulant une fortune considérable au fil de décennies de travail intelligent. Une fortune qui était désormais, inexplicablement, la mienne. Mais, pourquoi? Pourquoi moi? Ai-je demandé, complètement abasourdi. L'avocat a souri et m'a remis une enveloppe scellée. Il a laissé ça pour toi. En serrant la main, j'ouvris la lettre. Ma chère Isabelle, si vous lisez ceci, cela signifie que je suis déjà partie. Ne soyez pas triste pour moi, j'ai vécu une vie longue et, à bien des égards, privilégiée. Mais seule. Pendant des années, j'ai observé ta gentillesse, ta force tranquille, ta dignité face à l'adversité. J'ai vu comment il traitait tous les clients avec le même respect, peu importe qui ils étaient. J'ai vu comment ses yeux, même s'ils étaient fatigués après de longues heures de travail, parvenaient toujours à sourire. J'ai vu ta douleur aussi, Isabelle. La douleur d'une mère séparée de son enfant. Une douleur que je connais bien, car j'ai aussi perdu ma famille, mais d'une manière différente. Je n'ai personne à qui laisser ce que j'ai construit. Et j'aimerais que vous, qui m'avez offert tant de matinées de compagnie sincère, ayez la chance de reconstruire votre vie, de réaliser des rêves que vous avez peut-être abandonnés depuis longtemps. Utilisez bien ce que je vous laisse. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Avec affection, Bernard.
Les larmes ont brouillé ma vision lorsque j'ai fini de lire. Monsieur Dussault s'éclaircit la gorge discrètement et entreprend de lui expliquer les détails techniques de l'héritage. Des chiffres qui semblaient irréels, des sommes que je n'aurais jamais imaginé être à ma portée. Propriété à Paris, Nice et Provence. Investissement dans des entreprises du monde entier. Compte bancaire suisse. Et un hôtel particulier au bord de la Seine, où Bernard a vécu ces dernières années. Tout est en ordre, Madame Moreau. Vous êtes maintenant une femme très riche. J'ai quitté le bureau sous le choc. J'ai marché sans but dans les rues de Paris, la ville que j'ai toujours aimée mais que je n'ai jamais pu apprécier pleinement. La ville qui s'ouvrait désormais à moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Au cours des semaines suivantes, ma vie s'est complètement transformée. J'ai démissionné de mon emploi au café, même si je veillais à ce que tous les employés reçoivent de généreuses primes. J'ai emménagé dans l'hôtel particulier de Bernard, un lieu élégant mais accueillant, avec une magnifique bibliothèque et des fenêtres qui encadraient la scène comme un tableau vivant. J'ai embauché une équipe pour m'aider à tout gérer, un majordome discret, une gentille femme de ménage, un chauffeur respectueux et un conseiller personnel qui m'a guidé dans le processus de compréhension et de gestion de mon nouveau patrimoine. J'ai commencé à mieux m'habiller, en allant dans des endroits que je ne connaissais auparavant que de loin. J'ai généreusement fait un don à des œuvres caritatives qui aidaient les femmes vulnérables. Et petit à petit, j'ai découvert une Isabelle que je ne connaissais pas, une femme qui savait faire des choix, qui pouvait respirer sans le poids constant des soucis financiers. J'ai gardé tout discret. Je n'ai pas donné d'interview, je ne suis pas apparu sur les pages sociales. Même avec toute ma richesse, j'ai préservé l'intimité que j'ai toujours appréciée. Peu de gens étaient au courant du changement radical de ma situation financière. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce matin de décembre où mon téléphone a sonné. Un numéro que je n'ai pas reconnu immédiatement. Et puis, une voix qui, même après 25 ans, serait impossible à ne pas reconnaître. Maman? C'est Antoine. Il y a des moments qui restent suspendus dans le temps. Des secondes qui semblent s'étirer, s'étendre comme pour tenter de contenir le poids des décennies. Le moment où j'ai entendu la voix de mon fils, après 25 ans de silence, en a été un. Maman? Tu es là? J'ai réalisé que j'étais devenu muet, le téléphone collé à mon oreille comme s'il s'agissait d'un objet précieux et fragile. Antoine, réussis-je finalement à dire, ma voix n'étant guère plus qu'un murmure. Oui, c'est moi. S'ensuit une conversation maladroite, pleine d'hésitation et de phrases incomplètes. Antoine m'a demandé comment j'allais, commenter la météo à Paris, évoquer son travail dans l'entreprise devenue son entreprise, depuis la mort d'Henri il y a 3 ans, information qui ne m'est jamais parvenue. Il a parlé de sa femme, Élise, et de mes petits-enfants, Mathieu, 15 ans, et Sophie, 12 ans. Des enfants qui ont grandi sans savoir qu'ils avaient une grand-mère vivante, respirant le même air parisien qu'eux. Maman, dit-il enfin, après ces préliminaires inconfortables, c'est pour ça que j'appelle. Nous organisons un Noël spécial cette année, chez nous à Neuilly. Toute la famille sera réunie. Et nous aimerions que tu viennes. Silence. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre à l'autre bout du fil. Antoine, après toutes ces années, pourquoi maintenant? Une autre pause. Je pouvais l'entendre respirer, le bruit des papiers déplacés. C'est Noël, maman. Il est temps de se retrouver en famille. Et on se rend compte. Je réalise que ça fait trop longtemps. Si simple? 25 ans de silence effacés par une phrase sur l'esprit de Noël? Quelque chose n'allait pas. Comment as-tu connu mon numéro? C'est nouveau, je ne l'ai que depuis 1 mois. Ah, vous savez comment ça se passe ces jours-ci. L'information est partout. Sa voix semblait évasive. Alors qu'en dis-tu? Pouvons-nous t'attendre pour le dîner de Noël? Je l'ai remercié,
lui ai dit que j'y réfléchirais et j'ai promis de rappeler dans quelques jours. J'ai raccroché en me sentant étrangement vide. C'est Marie, ma conseillère personnelle, qui a mis des mots sur ce que je soupçonnais déjà. Madame, pardonnez-moi d'être franche, mais cela ressemble à une énorme coïncidence, n'est-ce pas? 25 ans sans contact et soudain, 3 mois après avoir hérité de la fortune de Monsieur Lenoir, votre fils réapparaît avec une invitation de Noël. Je l'ai regardée, une jeune femme d'une trentaine d'années, intelligente et directe, qui était rapidement devenue non seulement ma conseillère mais aussi une confidente. Tu penses qu'il est au courant? À propos de l'argent? Marie haussa les épaules. Nous n'avons pas gardé un secret absolu. Monsieur Lenoir était discret, mais n'en reste pas moins un homme important dans les milieux financiers. Son décès et son testament atypique ont certainement suscité des commentaires. Et son fils, d'après ce qu'il dit, est dans les affaires, il ne serait pas difficile de relier les points. La vérité, une fois formulée, semblait évidente. Bien sûr, Antoine n'avait pas un réveil soudain d'amour filial. Il avait appris mon changement de fortune et voulait maintenant se rapprocher ou plutôt se rapprocher de l'argent que j'avais désormais. La douleur était vive, comme une vieille blessure qui se rouvrirait soudainement. Pendant un bref instant idiot, je me suis permis de croire que je manquais peut-être à mon fils. Que les années auraient pu adoucir l'influence empoisonnée de son père. Peut-être, juste peut-être, que le lien entre la mère et le fils aurait pu résister au temps et à la distance. Mais non. C'était l'argent. Juste l'argent. J'ai passé des jours à débattre avec moi-même. Une partie de moi voulait décliner l'invitation, pour me protéger d'une nouvelle déception et d'une nouvelle douleur. Mais une autre partie, cette mère qui n'a jamais cessé d'exister en moi, avait envie de voir mon fils, de rencontrer mes petits-enfants, de ressentir, ne serait-ce qu'un instant, la chaleur d'une réunion de famille. C'est Jean, mon majordome, un homme de peu de mots mais d'une grande sagesse, qui m'a donné le recul dont j'avais besoin. Si vous me le permettez, madame, dit-il en versant mon thé, parfois les raisons pour lesquelles une porte s'ouvre importent moins que ce que nous pouvons faire une fois que nous la franchissons. Je l'ai regardé, intrigué. Le jeune seigneur s'intéresse peut-être à votre fortune maintenant. Mais une fois la porte ouverte, il y aura peut-être de la place pour davantage. Une semaine après l'appel d'Antoine, j'ai rappelé. J'ai accepté l'invitation pour Noël. Au cours des semaines suivantes, je sombrais dans une sorte de fièvre préparatoire. J'ai choisi des cadeaux pour Antoine, pour sa femme que je n'ai jamais rencontrée, et surtout pour mes petits-enfants. J'ai passé des heures à rechercher ce que les adolescents de leur âge pourraient aimer. J'ai commandé une nouvelle robe, élégante mais pas ostentatoire. J'ai fait et retravaillé mentalement ce que je dirais, comment je me comporterais. Marie me regardait avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Madame s'investit beaucoup dans cette rencontre, a-t-elle un jour commenté. C'est mon fils, Marie. Mes petits-enfants. La seule famille que j'ai. Elle hocha la tête, sans rien dire de plus, mais ses yeux transmettaient un message clair. Faites attention à votre cœur. Le réveillon de Noël est arrivé, froid et clair, avec un ciel étoilé comme on en voit rarement à Paris. Mon chauffeur, Laurent, m'a emmené à Neuilly, le quartier élégant de la banlieue parisienne où vivait Antoine avec sa famille. La maison était exactement comme je l'imaginais, grande, moderne, ostensiblement luxueuse. Le genre de résidence qui crie « réussite » à quiconque passe par là. Tellement différent du manoir de Bernard, avec son élégance sobre et son charme intemporel. Le cœur battant comme celui d'une adolescente lors de son premier rendez-vous, j'ai sonné à la porte. La porte m'a été ouverte par une jeune femme que j'ai immédiatement reconnue comme étant Sophie, ma petite fille. Il avait les yeux d'Antoine quand il était enfant, et quelque chose dans son sourire me rappelait moi-même il y a des décennies. « Bonjour », dit-elle, polie mais réservée. « Tu dois être Isabelle. »« Je m'appelle Sophie. »« Isabelle. »
Pas grand-mère, ni même grand-mère. Juste Isabelle. Un rappel subtil que pour cette fille, je n'étais qu'un étranger. J'ai avalé la boule dans ma gorge et j'ai souri. Bonjour Sophie. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Elle m'a conduit dans le salon, où attendait le reste de la famille. Antoine, plus âgé, plus semblable à Henri qu'il ne l'avait jamais été, Élise, élégante et froide, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et Mathieu, grand pour ses 15 ans, avec un air d'ennui étudié que seuls les adolescents peuvent cultiver. « Mère, dit Antoine en se levant pour me saluer. Je suis content que tu aies pu y arriver. » Un câlin rapide et formel, sans chaleur. Aucune émotion de revoir sa mère après si longtemps. Aucune excuse pour les années de silence. Ce fut le début d'une des nuits les plus longues et les plus étranges de ma vie. Le dîner de Noël chez Antoine fut une leçon d'apparence. Tout était impeccable, la décoration sophistiquée, le menu élaboré préparé par un chef privé, les vins chers, la musique d'ambiance parfaitement calibrée. Une famille heureuse et prospère célébrant la date la plus importante de l'année. Sauf que nous n'étions pas une famille. Nous étions des étrangers essayant de naviguer dans un champ de mines d'attente tacite et de ressentiment silencieux. La conversation s'est déroulée superficiellement, sur des sujets sûrs, la météo, les dernières expositions à Paris, les projets de voyage pour l'année prochaine. Élise, ma belle-fille, visiblement mal à l'aise avec ma présence, s'adressait presque exclusivement à son mari ou à ses enfants, s'adressant rarement à moi directement. Sophie, aussi curieuse que soient les enfants de son âge, me posait parfois des questions, où j'habitais, si j'avais des animaux de compagnie, quels livres j'aimais lire. Mathieu, quant à lui, est resté dans son univers d'adolescent, interagissant davantage avec son téléphone portable qu'avec les personnes présentes. C'est au dessert une bûche de Noël élaborée ornée de figurines en sucre qu'Antoine a finalement abordé le sujet qui était évidemment le motif de l'invitation. « Alors, maman, commença-t-il en se versant plus de vin, j'ai entendu dire que ta situation avait changé récemment. Que tu vis bien maintenant. » J'ai senti tous les regards tournés vers moi. Même Mathieu a rangé son téléphone portable. « Oui, répondis-je simplement. J'ai eu un changement de fortune inattendu. » Antoine sourit, un sourire que je reconnaissais bien, le même sourire calculateur qu'Henri avait arboré lorsqu'il s'apprêtait à conclure une affaire avantageuse. Un héritage, n'est-ce pas? D'un client de café. Un homme sans famille qui a décidé de tout vous léguer. Assez extraordinaire. Bernard était un ami, répondis-je en gardant ma voix calme. Et oui, c'était extraordinaire. Une amie très généreuse, commenta Élise avec une intonation qui rendait l'insinuation claire. Je l'ai regardé directement. Bernard était un homme qui valorisait avant tout la vraie gentillesse, Élise. Quelque chose de rare de nos jours. Un silence inconfortable s'installa. Antoine s'éclaircit la gorge. Quoi qu'il en soit, maman, je suis tellement contente que les choses se soient améliorées pour toi. Et en fait, cela nous a fait penser, à la famille, à la reconnexion. Après 25 ans? Les mots s'échappèrent avant qu'il puisse les arrêter. Antoine eut la décence de paraître gêné. Oui, eh bien, le temps passe, des choses arrivent. Mais la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Le sang est plus épais que l'eau, comme on dit. Le sang est plus épais que l'eau, répétai-je lentement. Intéressant comment tu t'en souviens maintenant. Élise remua inconfortablement sur son siège. Les enfants regardaient, sentant la tension monter. Écoute, maman, continua Antoine en se penchant en avant, soyons honnêtes. J'ai fait des erreurs. J'ai trop laissé papa influencer mes décisions quand j'étais jeune. Mais maintenant je suis un homme adulte, avec ma propre famille. Et je veux réparer ces erreurs. Une partie de moi voulait le croire. Désespérément. C'était ce dont je rêvais depuis des années,
mon fils reconnaissant les erreurs de son passé et cherchant la réconciliation. Mais une autre partie, celle qui a péniblement appris à reconnaître la vérité derrière ces jolis mots, savait qu'il y avait plus. Et comment comptez-vous corriger ces erreurs, Antoine ? Il échangea un rapide regard avec Élise avant de poursuivre. Eh bien, pour commencer, nous aimerions la voir plus souvent. La ramener dans la famille. Les enfants devraient connaître leur grand-mère, n'est-ce pas ? Sophie hocha timidement la tête. Mathieu haussa les épaules, reportant son attention sur son téléphone portable. Et aussi, poursuivit Antoine d'un ton désormais plus pragmatique, je réfléchissais à quelques opportunités d'investissement qui pourraient vous intéresser. L'économie est dans une période délicate, et gérer une fortune conséquente demande de l'expérience, une connaissance du marché. Oh, c'était là. La vraie raison. Antoine, l'interrompis-je doucement, tu penses que j'ai besoin d'aide pour gérer mon argent ? Eh bien, maman, avec tout le respect que je te dois, tu as passé ta vie à travailler dans un café. Tu n'as aucune expérience avec des sommes importantes, des investissements complexes. Je suis sur le marché depuis des années, je connais des gens, j'ai des relations. Je peux t'aider à faire fructifier cet argent pour toi. Pour nous. Pour la famille. Pour nous. Pour la famille. Comme si mon héritage était soudain devenu une entreprise familiale. Je vois, dit-il en posant la serviette sur la table. Et je suppose que vous avez une proposition spécifique en tête ? Le visage d'Antoine s'éclaira, pensant que j'étais intéressé. Il commence à parler d'un nouveau projet immobilier que son entreprise est en train de développer, une opportunité unique, un rendement garanti, un partenariat familial. J'écoutais en silence, observant non seulement ses paroles, mais aussi l'empressement dans ses yeux, la façon dont Élise hochait la tête en signe d'approbation, comme si l'argent était déjà entre ses mains. J'ai aussi vu à quel point Sophie avait l'air mal à l'aise, alternant son regard entre moi et ses parents. Et comment Mathieu, derrière une façade d'indifférence adolescente, observait tout avec des yeux rusés et quelque peu cyniques. Quand Antoine a enfin terminé sa présentation, je lui ai posé une seule question. Et si je n'avais rien hérité de Bernard ? Est-ce qu'on aurait encore ce dîner de Noël ? Serais-je toujours le bienvenu chez toi, Antoine ? La question restait en suspens, lourde et inévitable. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Sophie regardait son père, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi qui pourrait sauver l'instant. Mais Antoine détourna simplement le regard, incapable d'affronter la vérité de front. C'est Mathieu, étonnamment, qui a rompu le silence. Grand-mère, dit-il en utilisant le mot pour la première fois, tu n'as même pas besoin de demander ça. La réponse est évidente, n'est-ce pas ? Honnêteté adolescente, brute et non filtrée. Mathieu, gronda Élise, choquée. Mais le garçon haussa les épaules. Quoi ? Nous y pensons tous. Papa n'a jamais parlé d'elle jusqu'à il y a quelques semaines, lorsqu'il a découvert pour l'argent. Soudain, elle fait partie de la famille ? S'il vous plaît. Antoine devint rouge de colère et de gêne. Ça suffit, Mathieu. Va dans ta chambre. Avec plaisir, répondit le garçon en se levant. Mais avant de partir, il m'a regardé. Désolé, grand-mère. Il n'y a rien de personnel contre toi. C'est juste, eh bien, les choses sont comme ça dans cette famille. Et sur ce, il partit, laissant un silence encore plus dense. Je me suis levé aussi. Je pense qu'il est temps d'y aller. Maman, s'il te plaît, commença Antoine, Mathieu n'est qu'un adolescent, il ne comprend pas. Au contraire, l'interrompis-je. Je pense qu'il comprend parfaitement. Les enfants voient souvent la vérité plus clairement que nous, les adultes. Sophie se leva également. Je vais chercher ton manteau, grand-mère. Pour la deuxième fois cette nuit-là, le mot « grand-mère » m'a réchauffé le cœur.
Je lui ai souri, reconnaissant pour la petite gentillesse. Pendant que nous attendions à l'entrée, Sophie me regardait avec une expression qui semblait très mature pour ses 12 ans. « Je suis désolée pour tout ça », dit-elle à voix basse. « Mathieu a raison, tu sais. Il n'avait jamais parlé de toi auparavant. Nous ne savions même pas que nous avions une grand-mère vivante jusqu'à ce que papa découvre pour ton argent. » J'ai tendu la main et touché doucement son visage. « Ce n'est pas ta faute, chérie. Puis-je te rendre visite un jour? Voir ta maison? » La question, si simple et directe, m'a pris au dépourvu. « Bien sûr que oui, Sophie. J'adorerais. » Antoine et Élise apparaissent alors, s'excusant abondamment du comportement de Mathieu, insistant pour que je reste plus longtemps, pour qu'un malentendu ne gâche pas notre réunion de famille. Mais la vérité était déjà exposée, brute et indéniable. Il n'y avait plus rien à dire. « Joyeux Noël, Antoine », dis-je en regardant mon fils dans les yeux. « Malgré tout, je suis contente de vous avoir revu. D'avoir rencontré vos enfants. » Sur le chemin du retour, seul sur la banquette arrière de la voiture, j'ai finalement laissé couler mes larmes. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais aussi de soulagement. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était libératrice. Laurent, toujours discret, roulait en silence. Paris la nuit défilait devant la fenêtre, beau et indifférent au drame humain qui venait de se dérouler. En arrivant au manoir, je trouvai Marie qui attendait, malgré l'heure tardive. Une tasse de thé chaud déjà infusée, un feu doux dans la cheminée de la bibliothèque. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit, elle a tout vu sur mon visage. « Oh, madame », fut tout ce qu'il dit en s'asseyant à côté de moi. Il voulait juste l'argent, Marie. C'est tout. Elle hocha la tête, sans surprise. Et maintenant? J'ai regardé le feu en réfléchissant à la question. Et maintenant? Que fait une mère lorsqu'elle accepte enfin que le fils qu'elle aimait tant est devenu un homme qu'elle reconnaît à peine? Tu sais, Marie, dit-il enfin, pendant 25 ans, j'ai vécu dans l'espoir. L'espoir qu'un jour Antoine frapperait à ma porte, plein de remords. Qu'il me dirait que je lui manquais, qu'il m'aimait, qu'il voulait que sa mère revienne dans sa vie. C'était un beau rêve, celui qui m'a permis de traverser les jours les plus durs. J'ai pris une gorgée de thé, sentant sa chaleur se répandre en moi. Mais maintenant je vois que ce rêve était basé sur une illusion. Le garçon que j'aimais, qui me tenait la main pour traverser la rue, qui me dessinait des images à coller sur le réfrigérateur, ce garçon n'existe plus. Et peut-être n'a-t-il jamais existé de la manière dont je l'ai gardé dans ma mémoire. Marie écoutait en silence, respectant mon moment de révélation. Ce que je vais faire maintenant, c'est vivre, Marie. Vivre avec la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Parce que la vérité, au moins, est réelle. Et on ne peut construire quelque chose de vrai qu'à partir de ce qui est réel. J'ai peu dormi cette nuit-là, revivant au lit les scènes du dîner, les paroles d'Antoine, le regard cynique de Mathieu, la douceur hésitante de Sophie. Au moment où le soleil s'est levé, baignant ma chambre d'une pâle lumière hivernale, j'avais pris ma décision. J'ai passé les jours suivants à rencontrer des avocats, à restructurer mon testament, à organiser mon patrimoine. La fortune de Bernard, qui m'était venue comme un cadeau d'amitié inattendu, serait traitée dans le même esprit, un outil pour créer de véritables liens et non pour alimenter l'avidité. Une semaine après Noël, j'ai reçu une visite surprise. On sonna à la porte et j'en vins m'informer que Sophie était à la porte. « Sophie ?» ai-je demandé, surpris. « Seule ? » ?»« Oui, madame. Vous avez dit que vous aviez pris le métro ici. Une fille de 12 ans empruntant seule le métro parisien pour me voir ? » Cela en révélait autant sur sa détermination que sur la négligence de ses parents. Elle attendait à l'entrée, maladroite dans son manteau trop grand, portant un petit sac à dos. Quand il m'a vu, il a souri timidement.
Salut, grand-mère. J'espère que cela ne vous dérange pas que je sois venue à l'improviste. Bien sûr que non, chérie, répondis-je en l'invitant à entrer. Je suis très heureux de te voir. Je l'ai emmenée à la bibliothèque, où nous avons passé l'après-midi à discuter, à boire du chocolat chaud et à manger les biscuits que la cuisinière avait préparés à la hâte lorsqu'elle a appris la visite. Sophie était curieuse, intelligente, pleine de questions sur ma vie, sur Bernard, sur la maison. Papa était furieux après ton départ, a-t-elle finalement avoué. Il a dit que vous étiez ingrat, que vous aviez rejeté la main qu'il vous tendait. Mathieu lui a ri au nez, et ils se sont bien battus. J'ai hoché la tête, sans surprise. Et que penses-tu de tout ça, Sophie? Elle réfléchit un instant, les yeux fixés sur la tasse de chocolat. Je ne pense pas que papa te connaisse. Il ne voit que l'argent, pas la personne. Et c'est triste. Elle m'a regardé. Je veux te connaître, grand-mère. La personne, pas l'argent. Ces mots simples, prononcés avec la franchise qui convenait à son âge, ont touché mon cœur d'une manière qu'aucun geste élaboré ne pourrait faire. Je veux te rencontrer aussi, Sophie. Et ton frère aussi, s'il le souhaite. Dans les mois qui suivirent, Sophie devint une visiteuse régulière. Parfois je venais seule, parfois j'amenais Mathieu qui, malgré son apparente indifférence adolescente, s'est révélé être un jeune homme sensible et observateur, bien plus semblable à moi qu'à son père. Antoine a tenté de me recontacter à plusieurs reprises, avec des excuses répétées et de nouvelles propositions de partenariat familial. J'ai poliment décliné toutes les invitations, tous les appels téléphoniques. Je ne l'ai pas empêché de voir ses enfants chez moi après tout, j'étais leur père mais j'ai clairement fait comprendre que notre relation serait désormais définie selon mes conditions, et non les siennes. Un après-midi de printemps, près de 6 mois après ce Noël fatidique, j'ai trouvé Sophie et Mathieu assis sur le porche arrière, plongés dans une conversation sérieuse qui s'est terminée brusquement lorsqu'ils m'ont vu. « Que faites-vous tous les deux » ai-je demandé en plaisantant, en plaçant un plateau de limonade et de biscuits entre eux. Ils échangèrent des regards complices avant que Mathieu ne parle. Grand-mère, Sophie et moi parlions. Nous savons que vous avez aidé beaucoup de gens avec votre fondation. La fondation Bernard Lenoir, que j'avais créée pour honorer la mémoire de mon bienfaiteur, avait pour objectif d'aider les femmes vulnérables à reconstruire leur vie, notamment les mères célibataires et les femmes âgées seules. Oui, c'est un travail dont je suis très fier, répondis-je, curieux de savoir où allait la conversation. Eh bien, poursuivit Sophie, nous avons une idée pour agrandir la fondation. Un projet spécial. Ils ont expliqué leur proposition, un programme qui mettrait en relation des personnes âgées seules avec des enfants et des adolescents sans grands-parents présents dans leur vie. Un espace où l'expérience et la jeunesse pourraient se rencontrer et s'enrichir mutuellement. Cela pourrait s'appeler « Les ponts du temps », a déclaré Sophie avec enthousiasme. Parce que c'est ce que sont les grands-parents, n'est-ce pas? Des ponts qui nous relient au passé, aux histoires qui nous ont précédés. J'ai écouté, ému par la sensibilité et la sagesse de ces jeunes âmes. C'est une merveilleuse idée, répondis-je. Et souhaitez-vous participer à la mise en œuvre? En fait, dit Mathieu avec un sérieux qui contrastait avec ses sourires ironiques habituels, nous voulions vous demander la permission de le diriger. Ce serait notre projet. Quelque chose que nous pourrions construire ensemble, nous trois. J'ai regardé mes petits-enfants, ces jeunes que je connaissais à peine il y a quelques mois et qui étaient désormais si profondément liés dans mon cœur et j'ai ressenti une vague de gratitude si intense qu'elle m'a presque coupé le souffle. Ce serait un honneur, répondis-je simplement. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai récupéré la photo d'Antoine enfant que je gardais toujours sur ma table de chevet. J'ai longtemps regardé ce visage innocent, ces yeux qui me regardaient autrefois avec un amour pur et inconditionnel. Peut-être un jour, ai-je murmuré à la photo. Peut-être qu'un jour tu retrouveras ton chemin. Pas vers mon argent, mais vers mon cœur.
J'ai gardé la photo dans le tiroir sans la jeter, mais sans lui donner non plus la place centrale qu'elle occupait depuis si longtemps. Il était temps de regarder en avant, pas en arrière. 1 an après ce Noël révélateur, ma vie a été transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La Fondation Bernard Lenoir a prospéré, le projet Pont du Temps devenant son programme le plus réussi et le plus reconnu. Sophie et Mathieu ont gagné en confiance et en maturité, découvrant le pouvoir de faire une différence dans la vie des autres. Antoine restait distant, toujours incapable de voir au-delà de sa cupidité et de son orgueil blessé. Élise a finalement demandé le divorce, fatiguée d'un mariage qui, comme je l'ai découvert grâce à ses petits-enfants, avait été aussi vide d'affection que Henri et moi. Quant à moi, j'ai trouvé une paix que je n'avais pas connue depuis des décennies. Non pas la paix de l'ignorance ou de l'illusion, mais la paix qui vient du fait d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et de construire à partir d'elle quelque chose de nouveau et d'authentique. Lors de mes promenades matinales dans le jardin du manoir, je pense souvent à Bernard Lenoir, l'homme discret qui venait chaque matin prendre un café dans mon établissement. A-t-il imaginé, en me laissant sa fortune, toutes les vies qu'elle toucherait? Ne voyait-il pas en moi seulement une femme gentille qui lui servait du café, mais quelqu'un capable de transformer les ressources matérielles en véritables relations humaines? J'aime le penser. D'une manière ou d'une autre, il savait que son héritage serait en sécurité entre mes mains. Que votre argent, au lieu de créer davantage d'isolement et d'avidité comme cela arrive si souvent, servirait à construire des ponts entre les gens, les générations et les cœurs. Et mon fils? La porte reste ouverte. Non pas pour des manipulations ou des tentatives d'exploitation, mais pour d'éventuelles retrouvailles basées sur la vérité et le respect mutuel. Si un jour il franchit cette porte avec des intentions sincères, il trouvera une mère prête à l'accueillir non pas avec une naïveté aveugle, mais avec un amour mûr qui connaît à la fois la joie et la douleur d'aimer vraiment. Car j'ai appris ces dernières années que la véritable valeur de tout héritage ne réside pas dans l'argent ou la propriété, mais dans les liens humains qu'il nous permet de créer et d'entretenir. Qu'en fin de compte, ce sont ces liens fragiles, imparfaits, parfois douloureux, mais infiniment précieux qui constituent notre véritable richesse. C'est ce que je voudrais dire aux autres mères qui, comme moi, font face au silence des enfants éloignés. Que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de trouver la dignité, un but et même le bonheur. Cet amour maternel, même non partagé, reste une force puissante et transformatrice en nous. Et enfin, je voudrais dire aux fils et aux filles qui ont grandi avec du ressentiment ou de la distance envers leur mère, regardez au-delà des apparences, au-delà des histoires racontées par les autres et des jugements hâtifs. Recherchez la vérité, mais pas seulement la vérité des faits, rechercher la vérité du cœur. Parce qu'en fin de compte, comme je l'ai découvert dans les ruines de ce désastreux dîner de Noël, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la libération. Et parfois, très rarement, c'est aussi le chemin de la rédemption. Aujourd'hui, à 65 ans, je peux dire avec certitude que la vie me réserve encore des surprises, des défis, oui, des joies. Pas la vie dont je rêvais quand j'étais jeune, pas la famille que j'imaginais avoir, mais une vraie vie, avec toute sa complexité et ses imperfections. Et cela, j'ai découvert, est plus que suffisant. C'est effectivement extraordinaire. À 65 ans, j'ai découvert que les blessures les plus profondes peuvent devenir des portails vers une nouvelle vie. Quand mon fils a fermé la porte de son cœur, j'ai cru que mon histoire était terminée. Mais non, ça a juste commencé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le silence de 25 ans m'a appris que parfois il faut tout perdre pour trouver qui l'on est vraiment. Si mon histoire a touché votre âme, arrêtez-vous un instant. Réfléchissez, combien de portes avez-vous laissé fermer par fierté? Combien d'appels téléphoniques n'avez-vous pas passé par peur? La vie est trop courte pour vivre dans le regret. Partagez dans les commentaires quel moment de ce voyage a reflété votre propre vie. Et s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement.
Chaque nouvel abonnement à cette chaîne est comme une bougie allumée dans l'obscurité de ma solitude, me rappelant que nos histoires, lorsqu'elles sont partagées, peuvent guérir des cœurs dont nous ne savons même pas qu'ils souffrent. Jusqu'à notre prochaine rencontre, ou encore une fois, à notre âge, nous oserons recommencer ensemble.